dit que les jeunes ne lisent plus. Encore faut-il peut-être savoir les faire rêver. Dans les années 80, Gallimard publie des livres au titre évocateur, Le Prince Noir, Le Sorcier de la Montagne de Feu, La Citadelle du Chaos, que s'arrachent aussitôt les gamins. Le titre de la collection, Un livre dont vous êtes le héros. Et un succès d'édition sans précédent en France, 10 millions d'exemplaires vendus. L'artisan de ce succès est un jeune homme un peu curieux, champion de France de jeu de rôle, Nicolas Roche. Le jeu de rôle, c'est essayer de régir par des règles les plus simples possibles un univers imaginaire et vivre dans cet univers imaginaire. Alors, pratiquement, comment ça se passe ? Il y a un meneur de jeu qui invente une histoire, qui raconte cette histoire à personnes attablées, qui vont jouer des rôles de personnages, qui vont vivre dans cette histoire. Par exemple, si on prend l'exemple du Seigneur des Anneaux, on peut imaginer un meneur de jeu qui soit un Tolkien et qui raconte son histoire, et on aurait autour de la table Gandalf le magicien, Frodo le hobbit et des différents personnages de cet univers qui interviendraient dans l'histoire et qui apporteraient leur version, leurs envies pour changer le cours des choses. Alors, c'est un principe qui a été adapté dans les livres dont vous êtes le héros, le plus simplement du monde. Qui n'a jamais rêvé de changer le cours d'une histoire ? Je suis dans un couloir, si j'avais un livre classique, on me ferait tourner à gauche, j'entrerais dans une pièce qu'on me présenterait. Ben non, moi j'ai pas du tout envie de tourner à gauche au fond du couloir, j'ai envie de tourner à droite. Que se passe-t-il ? J'ai envie d'aller dans cette maison, je vais au paragraphe 54, j'ai envie d'aller visiter le jardin, je vais au paragraphe 98. On n'a pas du tout une lecture donc linéaire, comme je le disais tout à l'heure, et on fait sa propre histoire. Il y a des centaines et des centaines de versions possibles dans un seul livre. C'est ça qui a fasciné les enfants, c'est que pour la première fois, on ne leur imposait pas une lecture, avec une fiche de lecture éventuellement à la clé, qui redirait tout ce qu'on sait déjà sur des grands modèles de littérature classique, mais ils peuvent intervenir dans cette histoire. Ils ont leur mot à dire, ils veulent pas s'en laisser compter. Les enfants se font un peu eux-mêmes en étant guidés et en étant guidés dans des mondes imaginaires comme ils le souhaitent quand ils sont petits. À la fin des années 70, un étudiant américain, Gary Gygax, lance un jeu qui va faire le tour du monde, Donjons et Dragons. Et aussitôt la mode est lancée de ce que l'on appelle jeu de rôle. Tout l'univers de l'heroic fantasy, de la BD, de Tolkien, de Hanson, dans l'espace d'un jeu dont chacun peut être le héros en le modifiant à sa guise. Fuite dans l'irréel ou bien manière de revivifier un imaginaire trop étouffé sinon par la banalité. Certains s'inquiètent des dérives possibles, d'une confusion entre le réel et l'imaginaire. Toujours est-il que le succès est foudroyant. Les universités sont prises de folie, les revues prolifèrent et les clubs de fans. Une nouvelle génération d'auteurs apparaît en France autour de la revue Casus Belli. Et toi, tu as écrit qu'il a été propulsé par la vapeur. Parce qu'il va effectivement faire des gros panaches de vapeur quand ça sortira par là, mais pas grand-chose de plus. Non, mais c'est joli pour la forme. Ça ne fonctionnera plus. Il va s'arrêter là. Mais il faut remettre le contexte. Problème, j'en rajouterai une couche. Il faut remettre le contexte médiéval où c'est épatant pour les gens. Bonjour. Bonjour. Vous m'expliquez à quoi vous jouez là ? Là, on travaille. On va jouer après. Pour bien jouer, il faut d'abord qu'on fasse monter la sauce, quoi. Là, c'est pour nos lecteurs. Et la vapeur de l'ascenseur. La vapeur, parce qu'avec l'ascenseur et tout. J'ai cru comprendre que c'était un gros problème. Ça, c'est une forge d'armes magiques. Oui, ça... Donc voilà, on a des gens qui arrivent. D'ailleurs. Oui, bon, la plupart des forges d'armes magiques ressemblent à ça. Oui. Puisqu'elles sont bleues. Et celle-ci est un peu plus originale, c'est-à-dire que les armes magiques qui sont fabriquées dedans, ce sont en fait des gens qui se transforment eux-mêmes en armes. Et c'est des armes vivantes, c'est-à-dire que de temps en temps, elles vont pouvoir, il y a un visage qui apparaît dessus, elles vont pouvoir parler avec leur possesseur. Donc évidemment, elles sont extrêmement rares, extrêmement chères, et on ne les donne pas à n'importe qui. C'est donc le prochain jeu de Casus Belli ? C'est ce qu'on appelle un background, une toile de fond, un pays imaginaire. Oui, voilà, c'est la prochaine de Casus Belli. Si j'ai bien compris, vous êtes restés tous des grands gamins joueurs. Jouer pour chacun d'entre vous, ça représente quoi exactement ? Moi, je ne prétends pas comprendre véritablement le monde dans lequel je vis et je retrouve une espèce d'équilibre à
avoir cette possibilité à travers le jeu. Ça me permet ensuite d'assumer beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de calme et de mesure, la complexité du quotidien, du réel. Voilà, je crois que c'est essentiellement ça pour moi. Quand on est joueur de jeu de rôle, quand on joue au jeu de rôle, tout est simple, on est dans un univers de référence, hop, on s'applique dedans, on joue dedans, et puis voilà. Donc il m'est arrivé de rencontrer plein de gens comme ça pendant plusieurs années, de jouer avec eux, copains comme cochons pendant toute une soirée, de jamais les revoir après, de jamais les avoir vus avant. Et ça permet d'avoir plein de contacts, de faire, et puis de combattre l'individualisme qui va, à mon avis, grand 1 en ce moment. Je vais être un petit peu atypique parce que moi je suis plus souvent meneur de jeu que joueur. Et en fait, le plaisir que je trouve dans le jeu de rôle, c'est plus celui d'écrire des histoires et après de les voir vivre et de les faire vivre à un groupe de copains qu'à vivre l'histoire en tant que joueur. Je préfère être, comment dire, plutôt le metteur en scène que l'acteur. Notre jeu préféré ici, enfin pas mal de l'équipe de Casus, c'est Captain Vaudou. On est des pirates en 1660 qui cherchons à survivre, hein, pas seulement par la piraterie, et on est mêlé à des tas d'aventures. Et je retrouve, quand on commence la partie, où le meneur de jeu nous dit, bon bah, effectivement, vous avez enfin réussi à réparer le bateau que vous aviez abîmé dans la dernière aventure. Vous avez repris la mer et pour l'instant, rien de très héroïque. Vous faites un petit convoyage quand soudain, là-bas, sur l'île que vous avez l'habitude de voir, vous voyez l'ombre de 2 bateaux vous ne reconnaissez pas leur silhouette, vous ne savez pas qui ils sont et vous êtes pris par un sentiment à la fois de curiosité et de peur. Et effectivement, j'imagine ce ciel, on est aux Caraïbes, il fait beau, la mer est verte et tout d'un coup, on a ce petit pincement au cœur. Je retrouve ce sentiment de gamin et en plus, là, je vais pouvoir pendant 3, 4, 5, 6 heures de jeu, rentrer dedans et le faire évoluer, et ça va courir dans tous les sens, et va se passer des choses auxquelles je ne m'attends absolument pas pour l'instant. Donc c'est un jardin secret, mais à la taille du monde. C'est un jardin immense, quoi. Science-fiction, heroic fantasy, BD, jeux de rôle, cinéma. Oui, les fées, les elfes et les dragons sont de retour, sous des formes nouvelles. Comme si, pour dire le monde qui naît, nous avions encore besoin d'eux, besoin de nous raconter les histoires. Comme jadis, les conteurs peuplaient le monde pour décrypter et apprivoiser l'inconnu. Et le plus fascinant peut-être, sinon le plus inquiétant, est quand la technologie elle-même devient un élément de cet univers fantastique. Nous voulons parler bien sûr des video games, dont la firme Cryo est un des grands producteurs français. Philippe Ulrich, j'aimerais bien que vous me présentiez ce que vous faites, ce que c'est que cette société Cryo que vous avez créée. En fait, c'est le mariage entre l'imaginaire et la technologie. Nous, on apporte une dimension de plus à l'imaginaire qui est la technologie. On n'est plus dans le passé, dans les faits, les mages, mais on est dans ce qui va nous arriver dans 50 ans, 100 ans, qui est absolument fabuleux, extraordinaire quand on l'analyse. Tout ce qu'ont imaginé les romanciers, les gens qui avaient un imaginaire, les auteurs dans le passé, ben nous on les crée réellement. En tout cas, ce que je me rends compte, c'est qu'aujourd'hui, les enfants de la planète, du moins du nord de la planète, ont été contaminés par le jeu vidéo, se sont immergés, et aujourd'hui, il y a une génération qui est prête à affronter le prochain millénaire avec cet outil qui est partout autour de nous, qui est l'ordinateur. Pour moi, l'ordinateur, c'est comme une fleur bien sucrée, un leurre, un piège qui m'attire. Ce sont des êtres vivants, ce ne sont pas des machines. Alors ça fait un petit peu peur, c'est vrai, parce que est-ce qu'on va devenir des légumes devant des machines? C'est vrai que la télévision a déjà commencé à nous montrer un petit peu ce que pouvait être la fascination qu'on peut avoir devant un écran, où les gens restent des heures devant cet écran. Là, on va interagir et on va être immergé. Aujourd'hui est en train de naître une réalité alternative, ce que d'autres appellent la réalité augmentée. Mais on a le virtuel.
Quand je passe à travers l'ordinateur, dans la fenêtre de l'ordinateur, que je m'en trouve dans un espace virtuel qui est connecté sur Internet, mais je rencontre quelqu'un qui est en face de moi, qui est l'avatar de quelqu'un, qui est le corps électronique d'une personne. Je peux toucher ce corps, je peux dialoguer, je peux échanger des objets, mais cette personne est à l'autre bout de la planète. C'est magique. Le plaisir qu'on peut avoir à rentrer dans un monde virtuel, c'est peut-être aussi une sorte de leurre que nous propose la technologie. Et c'est un peu, je dirais, l'insecte qui est attiré par une plante ou par une femelle. Et en fait, c'est une plante qui se sert de lui pour transporter le pollen. C'est-à-dire, quelque part, Blade Runner, le mythe de Blade Runner, de la machine intelligente qui peut demain nous dépasser. Alors, il y a toute cette vision, je dirais, du futur vue par les auteurs de science-fiction qui fait très peur, mais qui fait rêver en même temps. Et la sensation qu'on a, nous, auteurs de jeux vidéo, c'est de développer, de réaliser tous ces rêves. De passer, justement, de la science-fiction à la réalité de la science-fiction. Mais le temps de l'imaginaire n'est pas celui de l'histoire. Et ce qui me rassure, c'est que les ordinateurs auront toujours besoin du fond immémorial des légendes et des contes, qu'ils ne font jamais qu'animer. Et des rêveurs de royaumes, comme le conteur Patrick Ewen, lecteur émerveillé de Tolkien.